Robert Sallet, bonjour, vous êtes économiste et vous publiez un ouvrage titré « Le viol d'Europe » aux éditions Presse universitaire de France. Mais effectivement, ce rapport SPAC ne s'explique que par ce que j'appelle l'origine de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe avant l'Europe officielle, qui démarre au lendemain de la guerre avec le plan Marshall et qui va jusqu'effectivement la CECA en 1951 et ensuite effectivement les négociations entre 6 pays, alors qu'au début ils sont 16 pendant plusieurs années, autour du rapport SPAC. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce rapport SPAC finalement prend constat d'une série d'échecs successifs qu'on constate à construire l'Europe selon le modèle l'idée que les européistes voulaient, parce qu'on a essayé de faire une Europe politique dès 1948 au congrès de La Haye des européistes, en essayant et l'idée finalement qui réapparaît là, c'était qu'on aurait pu combiner la tradition républicaine française et la tradition fédéraliste, et c'est une question impossible finalement qui n'a pas été entreprise, mais qui revient aujourd'hui en force comme une des axes possibles de solution. On a ensuite raté une Europe vraiment d'intégration économique, puisque les Américains auraient voulu que dans le plan Marshall, les différents pays concertent leurs programmes d'investissement de façon à éviter les doublons et à bien spécialiser la complémentarité. Autre question qui revient aujourd'hui avec l'idée du plan Marshall, puisque au fond, cette idée de faire des investissements coopératifs entre différents pays est certainement aussi une des pistes qu'il faut creuser. Ils ont ensuite échoué à faire une Europe monétaire, parce que de 50 à 58, autre chose largement ignorée maintenant, il existait une Union européenne des paiements, qui finalement avait une monnaie de compte, qu'on appelait déjà l'écu, et on aurait pu continuer avec cette monnaie de compte à faire une monnaie commune, sans abandonner les monnaies nationales, mais qui aurait permis... Alors, il faudrait aussi ajouter les idées de Keynes qui ont été passées au travers à ce moment-là. Ce Keynes pensait qu'il fallait avoir un ordre mondial marchand dans lequel les pays coopèrent entre eux de façon à avoir chacun un développement équilibré. Et non pas, d'un côté, d'avoir des pays qui s'enrichissent et multiplient les excédents et des pays qui s'endettent. Et ceci aussi a été abandonné dès le départ. Et finalement, il est resté quoi? L'union douanière, c'est-à-dire se mettre ensemble et essayer de libéraliser les échanges entre les 6 pays, parce qu'ils n'étaient plus que 6 à ce moment-là, et non pas 18. Churchill a réussi à être le président du mouvement européen, alors qu'il n'était pas européen pour un sou. C'est lui qui a contribué à négocier, avant même les accords de Yalta, le partage de l'Europe en 2 morceaux, où la Grèce était l'élément sensible, et on sait ce qu'il en est devenu. Et aujourd'hui, la Troïka, finalement, il y a eu une Troïka américaine dans les années 50 avec la Grèce, et on retrouve une autre Troïka aujourd'hui. Et les Anglais, là-dedans, ont toujours joué la préservation des intérêts britanniques, et non pas un jeu coopératif européen. On le voit à tous les moments. Jusqu'en 1958, je passe là-dessus, et après que le traité de Rome ait été accepté, mais De Gaulle devait ratifier, et les Anglais ont tenté une contre-offensive à ce moment-là, pour essayer de noyer le futur marché commun, possible marché commun, dans une union de libre-échange beaucoup plus large, où ils auraient été. Mais ça impliquait ici un choix dont on ne parle plus du tout aujourd'hui quand on célèbre l'amitié franco-allemande, c'est qu'on pouvait très bien, malgré tout, avoir une option France-Grande-Bretagne et non pas une union France-Allemagne. Et ça s'est joué dans des conflits internes à l'administration française, parce que toute une partie de l'administration était en faveur d'un accord avec l'Angleterre. Et en fait, ce sont des raisons politiques... J'ai dit raison, parce que c'est une amitié raisonnée qui l'a emporté sans... C'était surmonter les guerres. Ouais, sans doute, surmonter les guerres, mais aussi ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est le rôle politique majeur donné à De Gaulle, Adenauer acceptant finalement de s'incliner. Et je dis quelque part, d'ailleurs, dans cet endroit-là, que l'Allemagne, à ce moment-là, toutes les années 50, les années 40, les années 50, juste après la guerre, joue un peu le rôle du coucou à qui on aménage un nid. Elle n'intervient pas dans la définition des projets qui échouent, simplement elle est là pour rappeler qu'elle existe. Et je pense, au bout de cette histoire,
que s'il n'y aurait pas eu le problème allemand en immédiat lendemain de la guerre, c'est-à-dire comment ramener l'Allemagne à la civilisation, et la pression américaine pour la faire entrer dans les accords de la zone anticommuniste, je me demande si l'Europe que nous connaissons aurait même existé, tant il y avait de tensions entre les États. Alors d'une part, moi j'ai beaucoup d'estime pour l'homme Delors, mais effectivement sur la politique de l'or européenne, on peut s'interroger très, très sérieusement. D'une part, et je reviens au rapport SPAC, Delors n'a fait que finalement appliquer la feuille de route qui était déjà tracée dans le rapport SPAC, c'est-à-dire la libéralisation des mouvements, non seulement des marchandises, des personnes, des services, mais aussi des capitaux. Ceci en désaccord dans les années 50 avec les accords de Bretton Woods, qui est assez... Il y avait un intégrisme déjà sous-jacent, un intégrisme monétaire, c'est-à-dire sous-jacent au processus européen. Alors Delors, quand il arrive, il a fait... Moi, je connaissais le versant social, j'étais un chercheur plutôt sur les questions d'emploi, et là, c'est le malheur des divisions. Je ne connaissais pas le Delors monétaire et financier. Et en fait, on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. C'est ça dont je me rends compte. C'est-à-dire que l'Europe sociale a été faite pour essayer d'accompagner finalement le passage au marché unique et à la monnaie, à l'euro. Et en pratique, Delors donnait la priorité à la libéralisation des mouvements des marchés financiers sur le marché unique et bien sûr sur l'Europe sociale. Parce qu'il voulait, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'est jouer, il y a un moment de démesure finalement à ce moment-là dans l'Europe, c'est jouer dans la cour des grands, que l'Europe ait sa monnaie et intervienne dans la régulation des marchés financiers, etc. Ce sont des espoirs qui de ce côté-là étaient déçus, et de l'autre côté, on se rend compte que l'Europe sociale de Delors, d'une part, a abandonné le point de départ de l'Europe au moment de la guerre, qui était de faire une Europe du travail, une Europe des droits du travail. C'était la revendication des syndicats à ce moment-là. Et c'est devenu une Europe finalement des droits sociaux minimaux et une Europe des implications des syndicats et des acteurs sociaux dans un jeu décidé finalement au niveau européen et qui ne maîtrisait pas, c'est le dialogue social, des choses de genre. Ou les demandes de relance keynésienne à un moment où finalement Keynes avait été enterré par tout le monde. Et je pense qu'au fond, il y a deux espoirs qui ont été déçus, d'avoir une puissance européenne et d'avoir une Europe sociale capable de humaniser, si je puis dire, le marché unique. Et la crise, effectivement, est là pour démontrer que tout ça est en train de sauter très très rapidement. Il est bien connu quand même que l'instauration d'un marché complètement libéré de toute entrave entre implique que les États n'aient plus les moyens de leur politique économique et de leur politique sociale. Donc, créer un marché unique, un euro, et libéraliser les marchés financiers au niveau mondial, c'est-à-dire l'Europe est insérée dès 1994 pour préparer justement l'euro dedans, eh bien ça voulait dire de toute façon un affaiblissement durable du rôle des États et le dispérissement des États. Alors là, je ne comprends pas, il y a eu des illusions politiques probablement, parce qu'on a vendu l'euro en disant au gouvernement, vous serez protégé au niveau européen des fluctuations et de la spéculation sur les marchés financiers internationaux, et ça s'est avéré faux. Et je signale dans le livre que nombre de banquiers centraux, en tout cas non européens, déjà averti que ça allait se passer, déjà 15-20 ans avant que ça vienne. Donc je pense qu'il y a une dimension de démesure politique, en fait, et de mésestimation des forces avec lesquelles on s'affrontait, et aussi de souci de compromis un peu social-démocrate, on va dire, qui s'avère un compromis entre deux morceaux dont l'un est beaucoup plus puissant que l'autre, finalement. Ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement. Toujours des compromis au plus petit que des dénominateur commun, c'est-à-dire ce qui était le moins engageant pour chacun, finalement. Et ce qui fait que les voies un peu audacieuses qui se sont ouvertes à différents moments, essayer d'avoir une union politique assez tôt, essayer d'avoir une monnaie commune, ont échoué devant des intérêts nationaux qui ne voulaient absolument pas en entendre parler. Mais le problème est un affaiblissement complet du projet européen tel qu'il est devenu par rapport aux ambitions initiales. Et je signale, et ça, Jean-Paul Fitoussi, j'ai découvert un texte de lui, un économiste que vous connaissez peut-être de nom, de 2004, se dit mais comment ça se fait? L'Europe
a un taux de croissance absolument misérable, inférieur à celui des États-Unis, inférieur même à celui de la Grande-Bretagne, voisin de celui du Japon qui était dans le quantifié. Mais comment ça se fait alors que du côté des autorités européennes, on nous répète que c'est le meilleur des mondes? Et je montre la citation de Delors encore en 2004, il disait « ça allait libérer les énergies ». C'est l'inverse en fait. Tout ce système est un espèce d'étau qui finalement étouffe un peu à peu les énergies économiques et sociales. Et c'est très inquiétant pour le futur, je dois dire.